Salut à toi et bienvenue dans Art Sensible, le podcast qui fait le lien entre le parcours artistique, le processus créatif et l'amour de soi. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode qui va parler de mon histoire avec le burn-out et l'épuisement émotionnel. Quel est le lien entre cet épisode, entre ce sujet et le parcours artistique? Je vais vous l'apprendre en vous racontant l'histoire. Donc installez-vous bien confortablement, peut-être avec une tasse de thé ou d'une boisson chaude de votre choix. Ça va être un petit moment intime entre nous pour raconter comment mon génie créatif s'est manifesté, comment il s'est imposé à moi à l'occasion d'un moment très difficile. On est en 2019 et je viens de revenir d'un séjour en Colombie. J'ai passé toute l'année 2018 en Colombie, à Bogota, d'abord pour un échange universitaire qui était surtout un prétexte au voyage et à l'apprentissage de l'espagnol, que je connaissais déjà un peu par l'école, et qui était un prétexte à la découverte, puisque je suis quelqu'un qui adore la découverte, en particulier de nouvelles cultures, et de ce que ça peut m'apprendre sur moi-même. Pendant cette année 2018, donc, où j'ai fait d'abord un échange à l'étranger, enfin un échange universitaire, et ensuite un stage, j'ai eu une relation très intense, une relation amoureuse, qui n'a jamais vraiment eu ce terme, qui n'a jamais été officiellement un couple, et ça a participé à une certaine insécurité émotionnelle et psychologique pour moi, parce que c'était un nouveau pays, une nouvelle culture, et je n'avais pas de repères. Mes repères peut-être se limitaient au fait que je parlais un peu la langue et à ma capacité à m'adapter. Je pense que mes repères se sont cristallisés surtout autour de ma pratique de l'écriture et de la voix, puisque c'était la période où j'avais commencé à chanter. Et je faisais surtout des reprises, mais j'avais déjà quelques premières compositions. Donc en 2018, c'était une année charnière parce que j'étais très amoureuse et en même temps je souffrais beaucoup dans ma relation. Et j'étais très inspirée pour écrire. J'écrivais énormément dans mon journal. J'avais un peu comme un journal de voyage, un journal de bord que m'avait offert ma meilleure amie. Et puis j'avais un ukulélé avec moi. Il me semble que je ne l'avais pas apporté de France, mais que j'en avais acheté un sur place, puisque c'était un peu compliqué dans l'avion de le prendre. Donc j'en avais acheté un sur place la première semaine de mon arrivée. J'avais vraiment ce besoin d'avoir un instrument avec moi, outre mon violon que j'avais apporté pour le coup. Et j'avais commencé à écrire. Et mes premiers poèmes en 2018, ça concernait cet homme dont j'étais amoureuse. J'avais commencé à écrire des poèmes sur lui, ce que je ressentais pour lui, alors qu'on venait de se rencontrer. Et ça, c'est quelque chose qui m'arrive souvent, c'est que quand je fais une rencontre qui m'impacte, ça peut être amoureux, ça peut être autre chose, parfois c'est de l'amitié, mais quand je me sens très touchée par quelqu'un, je vais écrire un poème, des poèmes, une chanson, des chansons sur cette personne ou sur cette rencontre. Et en fait, le fait de vivre pleinement cet émerveillement, souvent une idéalisation d'ailleurs, vis-à-vis de cette personne, c'est comme si ça crée un champ énergétique et ça finit par attirer ces personnes à moi, et en l'occurrence cette personne-là. Je me souviens encore de comment ça s'est déroulé. C'est-à-dire on a d'abord, on s'est croisés une première fois, et puis on s'est recroisés. Et surtout, moi, j'ai tout de suite proposé de participer à une activité à laquelle il participait, et du coup, on est devenus petit à petit amis, et amis proches, parce qu'on se voyait tous les jours pour aller à cette activité. Et on pourrait dire que j'avais bien rusé. Et en fait, petit à petit, on a appris à se connaître,
jusqu'à ce que des sentiments se développent de son côté aussi. Et je me souviendrai encore toute ma vie, je pense, d'une journée assez magique où certes, on se voyait régulièrement à cette activité le matin, mais dans la journée, on se croisait rarement. Et il y avait eu une journée où on s'était croisés au sein du campus de l'université, donc dans les alentours, c'est-à-dire que c'est un campus qui est dans Bogota, qui est étendu sur plusieurs bâtiments et donc dans plusieurs rues. Et en fait, on s'est croisés dans différents emplacements du campus 5 fois dans la même journée. Et au bout de la 5e fois, on a tous les deux rigolé et il m'a proposé de prendre un café, un thé, je sais plus, vraiment de boire une boisson chaude et de discuter. Et c'est là que ça a commencé à se transformer en une relation plus intime, plus proche. Je pensais pas vous raconter les détails de cette relation, je pense que je vais pas trop insister dessus, mais c'est pour vous donner un contexte où pour moi ça a été une relation très importante, qui a marqué un repère dans ce pays que je connaissais pas, tout simplement, et qui m'a donné une source d'inspiration incroyable pour créer. Bon, je suis pas là pour faire le débat de est-ce que pour créer il faut s'offrir, etc. Je pense que c'est tout un débat, mais je pense que la tension que je ressentais en moi, qui était un mélange de désir et d'une forme de dépendance affective, a été un catalyseur pour accéder à mes profondeurs et donc pour sortir des choses de moi. J'ai envie de dire pour extraire des choses de moi. Et je pense qu'il y a une phase, quand on commence maladroitement à créer, où on est dans l'extraction, on extrait des choses de soi, on laisse sortir ce qui sort. Et je crois que c'est tout un chemin de passer de l'extraction à l'existence. Je dirais que l'extraction, c'est un processus presque un peu de nettoyage, où il n'y a pas vraiment de choix conscient. On fait les choses parce qu'on en a besoin. C'est presque viscéral. C'était viscéral pour moi d'écrire ces poèmes, d'écrire ces chansons, d'extérioriser cette intensité de désir et aussi de frayeur que je pouvais ressentir. C'est-à-dire j'étais à la fois dans un fort désir vis-à-vis de cette personne et en même temps avec beaucoup d'inquiétude et d'anxiété sur est-ce que c'était possible, comment ça allait être possible et comment je pouvais, dans le processus, à la fois m'abandonner à cette relation et ne pas m'abandonner moi-même au sens ne pas me laisser tomber. Le terme tomber a beaucoup de poids aussi, c'est le cas de le dire, et j'en parlerai un peu plus quand je raconterai la période de burn-out qui a été très très importante. Mais donc pour terminer sur cette aventure de 2018 qui a précédé la chute de 2019, il y avait vraiment cette notion d'extraire. Et ça a été le premier pas dans mon processus créatif et dans mon parcours artistique. Ça a été d'extraire, extraire tout un tas de choses qui avaient besoin de sortir. Et c'était merveilleux, c'était une découverte, c'était une exploration, ça avait l'air d'être infini. Et c'est peut-être infini d'ailleurs cette extraction. On ne peut jamais se dire ça y est, je suis complètement guérie, mais je pense qu'on peut passer à certaines phases selon notre avancement dans notre parcours artistique. Je pense que j'ai découvert à ce moment-là que l'écriture et la musique étaient vraiment des ancrages pour moi. C'était vraiment des zones où je pouvais me sentir moi-même, où je pouvais me sentir, où je pouvais m'autoriser à exister moi-même telle que je suis. C'était comme des zones, des espaces de sécurité. Des espaces où tout est possible, où mon imagination a tous les droits et où mon ressenti est autorisé. Où mes émotions sont complètement autorisées. J'ai développé à ce moment-là une très forte intimité avec moi-même que j'avais déjà cultivée au fil des années grâce à la méditation et grâce à l'écriture que je pratiquais déjà, mais que je pratiquais pas forcément de manière artistique, c'est-à-dire que j'écrivais dans mon journal,
je confiais mes pensées à mon journal. Mais là, c'est devenu de la poésie notamment, des chansons, des textes inspirés qui s'écrivaient tout seuls, où il y avait plus cette interférence du cerveau rationnel qui veut bien structurer les choses. Ça devenait complètement fluide. Et puis donc je suis rentrée en France fin 2018 et à peu près 1 mois et demi plus tard, j'ai mis fin à la relation amoureuse qui était un peu toxique dans laquelle j'étais. Et quand je dis que c'était une relation toxique, c'est pas pour dire que la personne elle-même était toxique, c'est pour dire que la dynamique entre nous n'était pas saine, n'était pas durablement nourrissante. Peut-être qu'elle aurait pu évoluer, mais comme à la base elle avait démarré sur une sensation chez moi d'infériorité, un complexe d'infériorité et une insécurité profonde du fait de n'avoir aucun repère dans le pays où j'étais, ça aurait été, je pense, un petit peu compliqué, long et douloureux de changer cette dynamique. Et j'ai préféré mettre fin à la relation amoureuse, romantique. Ce qui a inévitablement affecté même notre amitié, même si j'aurais aimé que celle-ci reste intacte. Et donc, juste après cette rupture, je suis partie à nouveau. Donc j'étais revenue en France et je suis partie à Barcelone, en Espagne. Un peu de manière impulsive. Ce qui est assez marrant, c'est que aujourd'hui je vis à Amsterdam. En tout cas, je suis en phase de vivre à Amsterdam, même si rien n'est certain et il y a encore beaucoup de choses à définir. Et là, je suis actuellement à Paris pour une petite semaine, mais c'est une parenthèse. Et en fait, à l'époque, en 2019, j'avais été prise dans un programme de, je crois que c'était 6 mois, qui concernait les artistes ou les personnes qui veulent développer un projet créatif. Et ce programme se trouvait à Amsterdam. Sauf que je crois que j'ai appris en janvier 2019 que ce programme n'allait pas avoir lieu et qu'ils allaient devoir l'annuler, faute de suffisamment de participants. Donc, me retrouvant à Paris, dans mon contexte familial, en plus je n'avais pas d'appartement pour moi, j'étais chez ma mère, juste après la rupture, et sans avoir cette perspective de partir, j'ai immédiatement cherché une occasion de partir à l'étranger. Et j'ai trouvé cette opportunité à Barcelone, qui était un service civique. J'arrive dans un contexte où moi-même je suis complètement déstabilisée par ma rupture, par mon retour de Colombie et le choc culturel que ça fait d'être à nouveau en Europe. Je me raconte qu'être en Espagne, ça va être un peu plus doux que la France, puisqu'en plus on parle espagnol, ça va me rappeler la Colombie, ça va me faire du bien. Sauf que je ne suis pas seulement en Espagne, je suis en Catalogne, qui est une région d'Espagne qui a beaucoup de charme, qui a beaucoup de belles choses, mais qui a la particularité que les Catalans, pour la plupart, ne se sentent pas espagnols et ne se connectent pas tant que ça à la culture espagnole. C'est une autre culture. Et je ne me suis pas forcément sentie extrêmement bien accueillie. Ceci dit, je veux comparer avec la Colombie où les gens sont extrêmement généreux et accueillants et c'est leur culture d'être comme ça. Ce qui va suivre n'est pas très marrant, mais c'est ça le cœur de ce qui nous occupe aujourd'hui. Je suis arrivée dans cette association qui avait été créée par un Français. Je ne vais pas évidemment nommer, et je ne sais pas du tout où en est l'association aujourd'hui, mais qui avait pour but d'offrir un lieu avec des activités, et notamment des activités autour du bien-être, pour des personnes du quartier. Et c'était un quartier un peu défavorisé, donc l'idée c'était de créer du lien. Sur le papier, ça avait l'air génial. Et la personne qui a créé cette association, qui est un Français, quand je l'avais eu au téléphone pour notre entretien un peu, entre guillemets, d'embauche, puisque c'était un service civique, j'avais senti qu'il y avait quelque chose qui clochait. C'était intuitif, hein.
Sauf que j'étais tellement désespérée de partir de Paris et de vivre une nouvelle aventure pour me distraire de ma douleur par rapport à ma rupture, que j'ai fermé les yeux sur l'intuition que je ressentais. Et je suis partie à Barcelone et j'ai effectivement trouvé sur place un lieu qui accueillait des services civiques et des volontaires, on dirait volunteers en anglais, des bénévoles. Et tous les bénévoles, qui n'étaient donc pas des services civiques, qui travaillaient en échange d'être nourris et logés, étaient, sans exception, des latino-américains. Et c'était des personnes qui avaient pour rêve de vivre en Espagne de manière permanente, mais qui étaient sous un visa touristique. Et donc qui devaient chercher des manières de prolonger leur visa. Et c'était des personnes pour qui il n'était pas facile de trouver un logement de manière officielle. Donc vous voyez un peu le tableau, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas totalement libres de choisir de rester ou de partir de cet endroit où elles travaillaient bénévolement en échange du gîte et du couvert. Déjà, ce genre de situation, c'est un peu particulier, on sent qu'il peut y avoir une forme de déséquilibre en termes de pouvoir. Et quand j'ai rencontré le créateur de l'association et que j'ai compris un peu comment il fonctionnait, que j'ai observé ses comportements et sa personnalité, je me suis dit, ok, on est dans une situation de perversion narcissique. C'est quelque chose que je repère assez facilement, ayant connu depuis mon enfance plusieurs cas de pervers narcissiques. On peut faire toute une discussion sur ce sujet, mais c'est pas le sujet de cet épisode. En tout cas, cette personne avait des comportements en chaîne qui étaient de plus en plus irrespectueux. Et le problème n'était pas tant ce manque de respect, mais le fait que l'ensemble du groupe, tout en se plaignant de la situation, n'osait pas exprimer les problématiques. Et n'osait pas demander du changement. La situation était insupportable pour moi, psychologiquement. Je ne sais pas si vous vous imaginez, avec ma personnalité, alors je sais que vous ne me connaissez pas tous et toutes sous toutes mes facettes, et je fais de mon mieux pour montrer qui je suis, mais parfois je peux apparaître très douce, alors que j'ai aussi énormément de feu en moi, et beaucoup de leadership, d'initiative, et de tendance aussi à nommer des vérités qui ne font pas plaisir. Je peux vous dire que je bouillonnais. Rapidement, j'ai dû quitter le lieu où j'étais donc hébergée, puisqu'on était hébergés sur le même lieu, juste à côté de la salle d'activité. En fait, on n'avait pas du tout d'intimité, on n'avait pas du tout non plus d'isolation ni phonique ni thermique, donc on avait froid également, c'était en février. Et en fait, c'était invivable pour moi, je n'arrivais même pas à dormir. Donc j'ai fini par quitter le lieu et continuer de travailler tout en vivant ailleurs. Sauf que, petit à petit, mon énergie est devenue de plus en plus faible. Je commençais à être de plus en plus fatiguée, sans vraiment comprendre pourquoi. Et sans doute qu'il y avait un élément d'impuissance. C'est-à-dire que je voyais bien que ce qui se déroulait sous mes yeux était injuste, était inacceptable. Et pour autant, je continuais de travailler et de faire ce qu'on me disait, jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Ça a pris un peu de temps, mais ça a pris, je pense, 1 mois et demi avant que mon corps ne s'effondre complètement. 1 mois et demi à travailler sans écouter les signaux de mon corps. 1 mois et demi à essayer de naviguer les effets émotionnels de ma rupture, les conséquences aussi du fait d'enchaîner tous ces changements. J'avais également une nouvelle relation qui s'était un peu superposée avec la première, puisque j'étais dans une relation ouverte, donc ça avait pu un peu se superposer puis s'enchaîner, donc que je gérais à distance, cette nouvelle relation, puisque c'était avec un Français qui habitait en France et moi j'étais en Espagne. Donc j'avais tout ça qui s'articulait, et à un moment, je crois que c'était début avril, j'étais à une formation à Oviedo, qui est
donc au nord-ouest de l'Espagne, et je me suis effondrée. Je n'ai pas pu assister à la formation, j'ai passé les quelques jours au lit et à faire des examens médicaux. Alors, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que après avoir fait tout un tas d'examens médicaux qui ne montraient rien de grave, si ce n'est que j'avais peut-être une rechute de la mononucléose que j'avais eue en 2016, je me suis rendu compte que c'était un choc émotionnel et une surcharge de travail. Une surcharge de travail dans un contexte d'extrême insécurité et de grand stress. Mais bon, mettre ces mots-là, finalement, je ne le faisais pas à l'époque. J'ai pu le faire bien plus tard. Et donc après cet effondrement, comment ça s'est manifesté? J'avais des vertiges, je ne pouvais même pas marcher si je n'étais pas en train de m'accrocher à quelqu'un. J'avais la nausée constamment et j'étais extrêmement fatiguée. Donc je passais tout mon temps au lit, à me reposer. Et quand on passe autant de temps allongé et à essayer de se reposer, il y a beaucoup de choses qui se passent intérieurement. Après que mon corps a lâché, j'ai passé à peu près 2 semaines encore à Barcelone à essayer d'aller mieux en me reposant. Sauf que je me reposais, mais rien n'y faisait. C'est-à-dire que il y avait toujours le même épuisement qui semblait se prolonger. Et je me souviens d'un moment très particulier. J'étais au lit toute la journée et j'alternais entre dormir, je faisais de la méditation et l'écriture. Et je chantais aussi. Mais je chantais 1 fois par jour pendant 1/4 d'heure parce que ma voix était très faible. Et je me souviens d'un moment comme une sorte de prise de conscience, comme une évidence, quelque chose que j'ai ressenti très fort, qui m'a dit que c'était ça ma place, que c'était ça mon appel, c'était de créer. Puisque même dans cet état-là, j'étais en mesure d'écrire et de chanter et d'inventer des chansons. Et cette prise de conscience, elle est revenue par bribes. Elle est revenue aussi dans la deuxième partie de mon burn-out qui a été à Paris. Mais il y a un autre moment qui a été complètement décisif, qui était à Barcelone. J'étais peut-être en train de partir dans une forme de délire au sens où j'étais tellement désespérée de mon état et de constater que ça ne s'améliorait pas. J'étais tellement engluée dans la fatigue que à un moment, j'ai eu la sensation que j'allais mourir. Et j'ai presque même souhaité de mourir. Et j'ai dit oui, j'accepte de mourir. J'ai vraiment dit ça à la vie. Et au moment où j'ai formulé ce souhait ou cette acceptation intérieurement, je me suis sentie comme tombée. C'était vraiment, vous voyez l'image de quand on tombe dans l'eau et imaginons qu'on est dans l'océan, le corps tombe et à un moment il va toucher le fond. Et donc moi je me suis sentie tomber. J'ai vraiment lâché en fait. J'ai lâché mon corps, j'ai lâché ma tête, j'ai lâché mes pensées. J'étais de toute façon dans un état de telle faiblesse que je n'arrivais même plus à penser. Et la seule chose que j'ai pu formuler, c'était j'accepte de mourir. Et à ce moment-là, donc je suis tombée. Et effectivement, il y a eu ce moment décisif et mémorable de je touche le fond. J'ai vraiment senti qu'il y avait un fond. Et à ce moment-là, j'ai senti un amour infini qui me portait, qui me soutenait. Et cet amour, c'était pas moi, petite Aurélie de 24 ans qui est dans sa chambre. C'était quelque chose de bien plus grand. Et à la fois, c'était moi, on pourrait dire, parce que ce
bien plus grand, il est contenu à l'intérieur de moi. Mais là, il était plus contenu, c'était lui qui me contenait. Et quand j'ai senti ça, j'ai ressenti un tel soulagement, ça me donne les larmes aux yeux. J'ai ressenti un tel apaisement que je me suis dit, ok, je fais confiance, tout est possible. Je ne sais pas quelle est la suite, mais je fais confiance. Et je pense que c'est après ce moment-là, en réalité, que j'ai commencé à comprendre ce qui se tissait. Et j'ai commencé à voir que tout ce que j'avais écrit, que tout ce que j'avais chanté, que tout ce que j'avais créé, ça venait de cet espace-là et que c'était accueilli dans cet espace-là. Et j'ai commencé aussi à percevoir, ce que je disais juste avant, c'est « je suis une artiste ». J'ai commencé à percevoir que tout ce contre quoi j'avais lutté pendant des années en voulant me structurer d'une certaine façon, en voulant être bonne élève, etc., c'était ma nature créative. Celle qui faisait que quand j'avais 4-5 ans, je dessinais des robes de princesse avec des couleurs. Celle qui fait que la musique a toujours été un appel pour moi. Et celle qui fait que dès que j'ai su écrire à même pas 6 ans, j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire, à créer des histoires et à écrire sur mes ressentis, sur mes émotions. Donc à partir de cette réalisation, de cette prise de conscience, de cet accès, on pourrait dire, à un grand tout, à l'amour, à Dieu, il y a quelque chose qui s'est abandonné à ça et qui m'a mis sur le chemin de « Ok, vois ce que chaque jour tu arrives à faire ou ce que chaque jour t'amène comme idée. » Et j'ai commencé à vivre au jour le jour pendant cette période donc d'épuisement qui a duré quand même 3 mois. Et évidemment, pendant ces 3 mois, j'ai fait beaucoup de démarches pour aller mieux. J'ai été voir des praticiens de bien-être, des médecines alternatives. J'ai fait de la chiropraxie qui a été un élément très important de ma guérison, en tout cas de l'amélioration de mon état. Et donc pendant 3 mois, j'ai exploré de passer mes journées à me reposer, à méditer, à écrire et à chanter. Et c'était un flux, c'était pas, je ne me forçais pas à écrire, jamais, je ne me forçais pas à chanter, c'était une joie, c'était un élan, c'était spontané, c'était naturel, c'était je respire, donc j'écris, je vis, donc je chante. C'était une évidence. Et une nécessité aussi. Là, je vais citer les mots de mon grand-père qui m'avait dit, qui m'a dit un peu plus tard, il me semble, quand j'étais déjà engagée sur ce chemin artistique et que je lui avais partagé mes poèmes, il m'a dit quelque chose comme ça doit être une nécessité. Le fait de pratiquer ton art, si c'est une nécessité, c'est que c'est bien ta vocation. Et il m'avait donné les larmes aux yeux parce que c'est exactement ce que je ressens. Et lui, il était artiste peintre, il est décédé l'année dernière, en 2024, donc l'année, il y a 2 ans, 1 an et demi. Mais il a passé sa vie à peindre parce que pour lui, c'était une nécessité. Et c'est pas quelqu'un qui parlait beaucoup, enfin, ça dépend. Parfois, il racontait beaucoup d'histoires à table, mais c'est quelqu'un qui observait beaucoup. Et qui était suffisamment connecté, je crois, à son appel intérieur pour ne pas avoir besoin de se justifier. Il était un artiste, il n'avait pas besoin de justifier ça. Et je pense que cette période qui a été vraiment une chute, comme je le disais tout à l'heure, qui a été vraiment extrêmement douloureuse, je pense que j'ai jamais eu autant de douleur de ma vie, perdre l'amour de sa vie, c'est ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, je peux le dire. J'ai perdu l'amour de ma vie, c'était exactement ça. Je pense qu'on a un seul grand amour, on vit un seul grand amour, et c'est généralement pas la personne avec qui on finit nos jours, ça dépend. Je pense qu'on peut vivre l'amour de plein de manières, mais le grand amour, au sens d'être complètement dévoré par ce qu'on ressent, dévoré par une passion, je pense qu'on le vit vraiment qu'une fois. Et ensuite, on va vivre des versions
qui ressemblent à ça, ou qui sont complètement différentes. Et ce que je souhaite pour moi aujourd'hui, c'est très différent de ce que je souhaitais à l'époque, même si je souhaite encore la passion pour moi-même, mais je souhaite un autre genre d'amour aujourd'hui que celui que je souhaitais à 22 ans, 23 ans. Donc j'ai perdu l'amour de ma vie et j'ai gagné l'amour de la foi. J'ai gagné l'amour de quelque chose d'indicible, de beaucoup plus grand, de beaucoup plus vaste, d'infini. Quelque chose qui me porte et qui me portera toujours, quelle que soit ma situation extérieure, matérielle. Quelle que soit la reconnaissance que je reçois ou ne reçois pas de l'extérieur. Et ça a été un point névralgique de mon parcours. Ça a ancré une certitude en moi que je suis artiste et que mon chemin est celui de l'artiste. Évidemment, nous avons en nous énormément de facettes et d'archétypes et je ne considère pas que je fasse exception à cette règle universelle d'avoir des facettes et c'est merveilleux qu'on ait autant de diversité en nous. Mais mon chemin dans cette vie est celui de la création. Voilà pour mon histoire sur mon burn-out qui était sans doute, on pourrait dire dans le langage spirituel, une nuit noire de l'âme qui m'a permis de renaître, qui m'a permis de trouver la confiance, d'être aventureuse. Je suis devenue très aventureuse et aventurière depuis cet épisode, d'oser dire ce que je ressens, d'oser m'exprimer, d'oser faire des concerts, d'oser changer de vie sans savoir ce qui va se passer derrière. Donc j'ai beaucoup de reconnaissance, beaucoup de gratitude pour ce moment vraiment douloureux, que certainement que si j'avais vu venir, j'aurais essayé de l'éviter, parce que c'était pas agréable. C'était très effrayant. J'avais peur de ne jamais récupérer mes capacités en ce qui concerne le fait de simplement pouvoir marcher à une vitesse normale sans avoir à s'accrocher à quelqu'un. J'avais vraiment peur et je pense que c'est le fait de ne pas savoir à l'époque si j'allais m'en sortir, comment j'allais m'en sortir, qui m'a permis paradoxalement de faire des pas en avant au niveau artistique. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, imaginons que je reste toute ma vie comme ça, avec des vertiges et avec des nausées. Comment j'ai envie de vivre ma vie, sachant que j'ai ces limitations-là? Et c'était évident, c'était, ben oui, je vais continuer juste à faire ce que je fais maintenant. C'est-à-dire j'écris, je chante, je dors, je médite. Et peut-être que je passerai ma vie en étant dépendante d'autres personnes. Et ben c'est ok. Parce que si c'est ça qui se passe, c'est ça qui se passe. Mais en revanche, le chemin artistique ne m'aurait pas quittée. Et il ne m'a pas quittée depuis. Et j'en arrive à la conclusion de ce podcast. J'ai envie de finir sur le terme « exister ». Donc j'en ai parlé au début, je disais il y a la phase où on extrait, la phase d'extraction, et puis ensuite il y a éventuellement la phase d'existence. Et je pense que je suis dans cette phase, peut-être depuis 2019, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus clair depuis 2022-2023. Exister, si je prends l'étymologie, c'est ex sistere. Ex, ça veut dire en dehors d'eux, et sistere, ça veut dire, ça vient du verbe stare en latin, qui veut dire tenir debout, être stable. Et pour moi, cette phase-là, c'est une phase non plus d'extraction où on laisse sortir de manière erratique. Ça ne veut pas dire qu'on n'autorise plus ce genre de mouvement, mais on va dire qu'on passe dans une phase plus mature où on choisit. On dit, voilà, moi je choisis de donner cette direction à ma vie, je choisis de donner cette direction à mon œuvre, et je vais être beaucoup plus intentionnelle. Donc je vais avoir une forme de stabilité, je vais tenir debout en dehors de moi-même. Ça, ce côté ex est très intéressant, parce que
Je pense qu'on peut vite tomber dans l'illusion qu'être artiste, c'est être enfermé sur soi, dans une bulle, etc. Alors que c'est tout l'inverse. C'est être ouverte, avoir les, les antennes toutes dehors pour percevoir ce qu'il se passe, pour absorber et transformer à l'intérieur, pour ensuite ressortir quelque chose. Donc existere, exister, c'est ce mouvement de se montrer, ce mouvement vers l'extérieur, de montrer à l'extérieur, de donner à l'extérieur, de prendre de l'espace. C'est ce mouvement de tenir debout en dehors de soi. C'est ce mouvement d'être habité et de montrer qu'on est habité. Et je pense que pendant un certain temps, en tant qu'artiste un peu complexée, je restais dans une bulle de protection, dans une grotte, pour éviter d'être vue en train d'être habitée par mon feu. Parce qu'être habité par son feu, c'est être habité par son désir, c'est presque quelque chose qui pourrait paraître indécent, qui pourrait paraître impudique. Et tout le sens de mon travail, c'est cette forme d'indécence, de présenter au monde qui je suis, avec cette vulnérabilité, avec ce côté brut, sans phare, et et paradoxalement, c'est ce que j'ai fui pendant assez longtemps. Donc exister, c'est la phase suivante, disons, on pourrait dire le niveau suivant, même si j'aime pas parler en termes de niveau parce que l'extraction, elle reste un mouvement qui est légitime et qui est utile par moment. Exister, c'est la phase de maturation où là, je vais dire « Ok, bonjour, je suis là, je suis artiste, je me présente à vous et je présente mon œuvre. Et c'est une œuvre d'art. Et c'est légitime devant vous, devant vos yeux, vos oreilles. Vous allez me lire, vous allez m'écouter. J'ai quelque chose à dire. Et je tiens debout, en dehors de moi, pour vous exprimer tout cela. » Voilà, on doit terminer là-dessus. Je vous remercie encore beaucoup d'écouter ce podcast, de le partager autour de vous, de me faire vos retours. Merci pour vos retours qui sont très précieux. Je suis un peu émue là, tout de suite, de tout ce que j'ai partagé. Je pense que c'est une tranche de vie qui a été tellement importante et qui reste encore aujourd'hui impactante pour moi et vulnérable à raconter. Mais je suis heureuse de vous la livrer parce que je pense qu'elle peut résonner avec certains d'entre vous, avec certains de vos parcours. Et elle peut vous inspirer aussi, si vous êtes dans une période difficile, à ne pas la prendre comme une malédiction, mais plutôt comme une opportunité de vous retrouver vous-même, de vous choisir véritablement, et donc d'exister. On se retrouve donc la semaine prochaine. N'oubliez pas de commenter, partager, vous abonner, liker, et je vous retrouve pour un prochain épisode de Art Sensible.